Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Je suis en présence d'un feu d'appartement généralisé. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Chaque jour, dans les casernes du bataillon, les jeunes recrues sont mis à rude épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ils étaient en train de... Les anciens ne laissent rien passer, car la moindre erreur dans une intervention peut coûter la vie à une victime ou à son coéquipier. Les incendies dans des immeubles avec balcons et fenêtres ouvertes sont les plus redoutés des marins-pompiers de Marseille. Ce jour d'été, les flammes ont tout dévasté sur leur passage. Chaque année, des milliers de touristes partent à la conquête des calanques, en oubliant que dans ce petit bout du monde, le moindre incident peut prendre des proportions insoupçonnées. C'est pourquoi le bataillon s'entraîne régulièrement en conditions réelles. Capot 210 avec une vitesse d'à peu près 10 nœuds. Derrière leurs uniformes, les marins-pompiers sont capables d'affronter des chaleurs de plusieurs centaines de degrés. Mais il y a des limites à ne pas franchir. L'important, c'est les victimes. Le feu, entre guillemets, c'est secondaire. Pour moi, c'est les victimes. À Marseille, la caserne Saint-Pierre est considérée comme l'une des plus formatrices pour embrasser la carrière de marin-pompier. Nous sommes dans l'un des 17 centres d'incendie du bataillon où les urgences s'enchaînent sans répit. Dès la première heure, ces militaires de la Marine nationale sont sollicités par leur chef de groupe et attendent leur ordre de mission. VPI Saint-Pierre de Saxo, prenez intervention. Vous partez pour un feu de scooter. Au 267 rue Saint-Pierre. Je pars 264 rue Saint-Pierre pour un feu de scooter, un requérant isolé. Mission 254 correct. Un incendie vient de se déclarer au 254 rue Saint-Pierre, une adresse bien connue des marins-pompiers, car il s'agit de la caserne. Le VPI Saint-Pierre, prenez mon arrivée sur les lieux. Nous procédez à reconnaissance des défenseurs aériens. Un scooter en feu se trouverait dans un bâtiment situé au fond de la cour. Un premier binôme se charge de l'établissement des tuyaux à incendie. Sous l'œil attentif de Fred, le chef de groupe. Le deuxième binôme part lui aussi en reconnaissance. Équipés d'aéries, des appareils respiratoires, les deux jeunes marins-pompiers progressent dans une atmosphère enfumée, à la recherche d'une victime potentielle. Nous sommes au cœur d'un exercice. On a des jeunes chefs d'équipe en habilitation. Donc on est en train de les faire manœuvrer dans un domaine qui pour le moment ne sont pas encore habilités. Le but de cette manœuvre est surtout la prise de matériel, la mise en œuvre de nos équipements de protection individuelle et à l'issue, la prise en compte du matériel incendie pour procéder à une extinction et une ventilation.
Ces jeunes recrues sont formés par les anciens de la caserne. C'est dans cette atmosphère enfumée qui ajoute au réalisme de l'exercice que le futur chef d'équipe est évalué. Un instructeur à gauche de l'image note soigneusement tous ses faits et gestes techniques. 4 minutes plus tard, le binôme a rempli sa mission principale. Revenir avec une victime qui avait été soigneusement dissimulée dans un recoin des locaux de la caserne. Respire, respire. J'ai fait l'évacuation, j'ai Qu'est-ce qui- évacué une victime. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, il y a un feu. Donc vous rentrez en garage, la première porte à droite. Apparemment, ils étaient en train de bricoler un scooter, il est en train de brûler. Il y avait quelqu'un à l'intérieur avec lui. Je l'ai apparemment sorti, il n'y aurait pas d'autres victimes d'après le requérant à l'intérieur. Il est quoi lui? Lui, il est inconscient, en arrêt. D'accord, on s'en occupe. Il y a le VSAV qui est là, il le prend en charge. C'est bon, c'est réglé. Ces exercices réguliers constituent la base pour pouvoir prétendre à devenir chef d'équipe en binôme. Entraînement difficile, intervention facile. Un feu, c'est jamais le même. Il ne faut pas rentrer dans ce qu'on appelle la routine. Et la routine, on va dire, nous fait baisser notre niveau professionnel. Donc c'est pour ça que tous les jours, on s'aguerrit à refaire les mêmes gestes. Des gestes de base, simplement, on s'aperçoit qu'on est souvent pollué à l'intervention parce que les gestes de base ne sont pas bien appliqués. Les interventions succèdent bien souvent aux exercices. Au cœur de l'été, ce sont les incendies de forêt et urbains qui s'enchaînent. L'alerte vient d'être donnée pour un immeuble en feu de 8 étages dans le quartier bourgeois des 5 avenues. Dans ce type d'urgence, chaque seconde de retard peut être fatale. Marseille souffre de ces embouteillages. Une voiture mal garée et c'est la grande échelle qui peine le plus à progresser. Les fumées noires indiquent que l'incendie a déjà brûlé les fenêtres en PVC et donc dévasté une grande partie de l'appartement. Ce serait une dame dans son appartement qui serait allée faire la sieste et ses enfants l'auraient appelée en lui disant qu'il y avait le feu sur le balcon. Donc pas plus d'informations pour l'instant. Exactement comme dans l'exercice de ce matin à la caserne, les marins-pompiers se chargent de tuyaux lovés pour immédiatement progresser dans les étages en direction de l'appartement en feu. Il fait plus de 40 degrés sous l'uniforme. Dans cette opération de reconnaissance, l'équipe de Tony repère au passage s'il y a des victimes dans l'escalier. Des ordres donnés par le chef de groupe dépend l'issue de cet incendie. Tony est un homme d'expérience. Le contexte sur cette intervention était particulier puisque le feu a pris naissance sur un balcon qui était traversant et qui donnait sur une cour intérieure. On imagine ce qui peut brûler dans un appartement puisque c'est forcément du mobilier ou les choses usuelles que les gens ont chez eux. Et donc on essaye de savoir où le feu a pris pour pouvoir en connaître la dimension. Les marins-pompiers continuent de progresser et se dirigent cette fois vers l'appartement voisin de celui où l'incendie s'est déclaré. Premier constat, l'appartement est traversant. Cette information est capitale. Les fumées s'échappant à l'extérieur du bâtiment ne seraient-elles que la surface visible d'un incendie plus important. Le marin-pompier vient de demander au conducteur du fourgon à incendie d'ouvrir les vannes pour alimenter en eau les lances à incendie. En attendant que l'eau remplisse les tuyaux à incendie et atteigne le premier étage, le feu continue de progresser et commence à attaquer cette fois l'appartement voisin. Il faut à tout prix faire barrage aux flammes qui atteignent le balcon. Sans perdre une seconde, un des équipiers de Tony, le chef de groupe, se saisit d'une bassine. Mais les fumées épaisses et hautement toxiques continuent de se répandre dans le bâtiment. Les premiers occupants ont été évacués, mais certains d'entre eux ne répondent pas aux appels des voisins. Ils vont y aller avec l'échelle. Parce que je vois la fumée. Oui, mais là, ils y vont avec l'échelle. On va pas casser la porte, peut-être pour rien. Non, là, c'est ouvert. La fenêtre est ouverte. Ouais, mais pas la porte d'entrée. La troisième. La porte d'entrée est ouverte? Non. Qui c'est qui habite là-bas? Qui habite? Ah, Jean-Philippe, j'ai les clés du troisième là. La fumée au troisième. La fenêtre de la cuisine est ouverte. Donnez-lui la clé, madame, du troisième. Et le docteur, la porte du docteur, madame. La porte du docteur, je sais pas, je ne sais pas. Et après, de balcon à balcon, je peux passer à côté.
Les fumées de l'incendie du 2e étage sont en train de pénétrer dans les appartements du 3e, celui de la dame affolée, et également dans un cabinet de médecin heureusement fermé. Par chance, dans ce type de bâtiment d'habitation, la progression des flammes est moins dévastatrice que dans les vieux immeubles. Quand on est sur un immeuble moderne comme celui-là, on a un isolement qui est conséquent. Les matériaux d'aujourd'hui présentent beaucoup plus une très bonne réaction au feu et empêchent les incendies de se propager dans les différents appartements voisins. Un immeuble qui est plus ancien, style haussmannien, présente beaucoup plus de risques puisqu'on n'aura pas d'escalier encloisonné. L'oxygène de l'air alimente un foyer. On peut avoir beaucoup plus vite une propagation. Pour l'instant, la propagation des fumées se fait par l'extérieur du bâtiment. Et de nombreuses fenêtres de l'immeuble sont restées ouvertes à cause de la chaleur étouffante de l'été marseillais. Le fourgon incendie est équipé d'un moteur ultra puissant. La pression envoie l'eau au 2e étage en quelques secondes. À pression constante, la lance à incendie utilisée par les marins-pompiers est une LDV. Elle peut fournir 500 ou 1000 litres à la minute, d'où le terme LDV 500 ou LDV 1000. Son jet de 3 formes, le jet bâton, le jet diffusé d'attaque, c'est-à-dire avec un angle de 40 degrés, et un jet diffusé de protection dirigé vers l'avant en forme de parapluie pour protéger le marin-pompier de l'effet thermique des flammes de l'incendie. La fumée, comme tout le monde le sait, est la première cause de mortalité lors d'un incendie. Donc là, effectivement, si on commence à avoir des fumées dans les étages, il faut quand même mettre en sécurité les occupants de l'immeuble, par évacuation ou par confinement. Cette décision, il faut la prendre très rapidement, puisque là, on peut vite se retrouver avec des victimes. On va recenser toutes les personnes, en fait, de l'immeuble. Ce qu'on va faire, c'est que par groupe, on va vous demander les noms et les numéros d'appartement. 70 occupants de l'immeuble sont regroupés sur le trottoir. Tony, le chef de groupe, s'assure que personne ne manque à l'appel. Car la priorité pour les marins-pompiers est bien évidemment la vie des habitants, puis des biens et enfin de l'environnement. Et on n'a pas les propriétaires, correct ? Un occupant manque à l'appel, celui de l'appartement en proie aux flammes. Dès son arrivée sur les lieux, un 2e binôme de Tony est parti immédiatement en reconnaissance. Pour l'instant, aucune victime dans les parties communes de l'immeuble. Le marin-pompier cherche l'entrée de l'appartement où s'est déclaré l'incendie, il y a maintenant à peine une quinzaine de minutes. L'épaisseur des fumées indique que le foyer de l'incendie est proche. Dans sa reconnaissance, un équipier a trouvé la porte principale qui donne accès à l'appartement d'où s'échappent les fumées noires. Après avoir barré la route au feu qui menaçait l'appartement voisin, le binôme de marins-pompiers part s'attaquer cette fois au foyer principal, dans l'appartement où le feu a pris naissance. Protégés par leur appareil respiratoire, les marins-pompiers progressent rapidement pour éteindre les dernières flammes du foyer. Car lors d'un incendie, il ne suffit que de 3 minutes pour que les flammes produisent des fumées toxiques qui, à haute température, brûlent les poumons avant même d'asphyxier les occupants. L'incendie est rapidement maîtrisé. L'équipe de Tony a ouvert immédiatement les volets pour procéder à une ventilation. Mais il reste encore une inconnue. Un habitant du dernier étage ne donne pas signe de vie. Le chef de groupe doit orchestrer plusieurs actions en même temps. C'est pourquoi Tony a donné l'ordre au chef d'agré de la grande échelle de prévoir une évacuation par le balcon. Il y a une personne au 8e qui est confinée, une personne dans un appartement au 5e et 3 personnes après au 5e. Qui
sont confinés, pas de fumée chez eux. Tout le reste n'a pas répondu. Au 8e, une personne. Je l'ai vu moi d'en haut, c'est moi qui l'ai fait confiner chez lui. D'accord. Le relevé général des occupants est enfin complet. Tony est enfin rassuré. Aucune victime dans cet incendie. Dernier rebondissement, une occupante de l'immeuble signale une disparition pour laquelle les marins-pompiers vont se mobiliser une nouvelle fois. Un petit chat. Une fois que j'avais regroupé la quasi-totalité des gens de l'immeuble, une personne s'est écriée « Je crois que mon chat est resté à l'intérieur ». Les animaux sont les premières victimes dues aux fumées. Leurs poumons, de faible capacité par rapport à l'homme, les exposent à une suffocation rapide. Derrière son appareil respiratoire, un des membres de l'équipe de Tony, guidé par des miaulements, repère rapidement le petit chat en question. Grâce à la ventilation de l'appartement, l'animal a échappé à la première conséquence d'un incendie en milieu confiné, le manque d'oxygène brûlé par la combustion. La plupart des victimes d'incendies en milieu clos perdent connaissance par étouffement. Puis, les micro-particules chaudes en suspension dans les fumées brûlent les poumons. Le binôme qui était en reconnaissance à l'intérieur a trouvé le chat et me l'a dit par la radio, donc a sorti le chat. Et effectivement, on avait bien sorti tous les occupants de l'immeuble. Il se sera écoulé 25 minutes entre l'appel au PC Cossim et l'extinction de l'incendie. Mais la tâche des marins-pompiers n'est pas achevée. Une inspection méticuleuse doit être entreprise dans l'appartement détruit par les flammes. Derrière les apparences, un ennemi sournois se tient toujours prêt à déclencher un nouveau foyer. Pour traquer cet ennemi invisible, les marins-pompiers procèdent soigneusement au déblai. La phase de déblai, c'est une phase importante, parce que c'est celle qui permet d'enlever tous les gravats, tout ce qui a brûlé, afin que ça ne reparte pas une fois qu'on soit parti. Cette phase de déblai peut durer quelquefois plusieurs heures et permet bien souvent de comprendre comment et pourquoi un incendie s'est-il déclenché. Les débris sont évacués un à un afin de dépouiller les pièces de ces objets et mobiliers les plus inflammables. Les matériaux modernes qui ornent les appartements peuvent reprendre leur combustion quelques heures après leur extinction. Seule une action rapide et simultanée avec une autre caserne appelée en renfort a permis à Tony, chef de groupe, d'éviter le drame. Au fil du temps, les feux d'appartements sont de moins en moins meurtriers, mais constituent malgré tout des drames psychologiques. La perte d'éléments matériels n'est souvent rien au regard de la perte de souvenirs de famille, de documents ou d'objets chargés de la mémoire affective de ses occupants. Une unité souvent mobilisée l'été à Marseille est désignée sous l'acronyme GRIMP, Groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux. Top chrono. Chaque intervention pour le GRIMP et pour tous les marins-pompiers est un défi sportif et technique. L'alerte vient d'être lancée pour une victime dans le parc national des Calanques. Et c'est le GRIMP de la caserne Saint-Pierre qui est mobilisé. Il faut faire très vite, car c'est bientôt l'heure des retours de plage et la route qui mène au lieu d'intervention est fréquemment embouteillée. On part sur un malaise, une personne qui a fait un malaise, un masculin 22 ans, sur un GR, sur un chemin de grande randonnée. Un scénario commence à se mettre en place dans la tête d'Emmanuel, chef d'unité au GRIMP. Un malaise sur un chemin de grande randonnée, cela signifie un éventuel transport en civière. On a Dragon 131, donc l'hélico de la sécurité civile qui vient avec nous, qui est médicalisé, donc à l'intérieur il y aura le médecin et l'infirmier. Si jamais c'est un malaise grave. Les routes qui mènent aux Calanques sont étroites. Pour arriver sur les lieux en synchronicité avec l'hélico de la sécurité civile qui a été lui aussi sollicité, le groupe d'Emmanuel va devoir battre tous les records. La difficulté d'accès, c'est en voiture parce que tout le monde y va, donc c'est bouché. Comme c'est une route étroite, ça va être compliqué.
Les Marseillais disent que cette route mène au bout du monde. Les touristes sont souvent surpris car l'accès aux calanques se termine en cul-de-sac. L'équipe du Grimpe va devoir continuer à pied pour rejoindre la victime, chargée de près de 40 kilos de matériel. On part toujours avec du matériel pour pouvoir faire l'abordage de la victime, pour la sécuriser si elle est dans une posture délicate, au risque de chute. Donc on part toujours avec des cordes, le sac pharmacie, on a une bouteille d'oxygène dedans, tout le matériel nécessaire pour faire une réanimation dans les calanques, une pharmacie complète qui fait un bon 15 kilos. Donc quand on marche, quand on court plus ou moins avec, c'est pas forcément évident. Le temps presse, mais heureusement, les hommes du Grimpe connaissent par cœur le terrain sur lequel ils évoluent au pas de course. Emmanuel doit assurer une parfaite coordination avec le dragon de la sécurité civile qui se prépare à décoller. À son bord, un médecin et tout le matériel nécessaire pour conditionner la victime pendant son transfert à l'hôpital. En tête d'unité, Emmanuel donne le tempo. Attention au moindre faux pas, car les chemins de grande randonnée entre la mer et les reliefs tortueux sont friables à certains endroits. Faites attention, les rochers sont glissants. Mais pas question de ralentir la cadence. Je ne connais pas la gravité du malaise. Donc du coup, on est obligé d'arriver sur les lieux rapidement, parce que c'est la rapidité qui fait que la victime peut avoir plus de chances de s'en sortir. S'il y a vraiment un geste d'urgence à faire, une hémorragie ou administrer de l'oxygène, des choses comme ça qui peuvent améliorer le cas de la victime, il faut arriver le plus vite possible. Une performance sous le soleil de plomb et le poids du matériel. Mais c'est le prix à payer pour arriver avant l'hélicoptère de la sécurité civile. Les membres du Grimpe s'entraînent toute l'année pour parfaire leur connaissance des 100 km de sentiers du Parc national des Calanques. Si les amateurs connaissent bien ce chemin de grande randonnée, les marins-pompiers sont bien les seuls à l'emprunter au pas de course, avec près de 20 kilos chacun sur les épaules. Le dragon est sur zone. L'unité d'Emmanuel également, avec quelques minutes d'avance. Moins de 30 minutes avant de rejoindre la victime. Donc là, vous lui avez donné quelque chose à manger, hein? Banane. Banane. Vous avez 10 de tension. Habituellement, vous avez combien? Vous savez pas? Pas spécialement. Et vous me dites que vous ne prenez aucun médicament. Là, vous avez, monsieur? D'accord. 2 ans. Et comment votre nom? Les personnes qui ont... Les collègues, là. Écartez-vous, allez sur le... en face, là. Parce que vous n'avez pas monté dans l'hélico. Vous aussi, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est du loisir ou c'est un tournage loisir? Pas un blessé sur le lieu du travail, quoi. Un malaise, un jeune homme qui est soumis aux crises d'épilepsie, qui vient de faire une crise d'épilepsie, voilà. Donc il a été vu par le médecin et il va être transporté par Dragon 131 sur un centre hospitalier pour être vu plus précisément. Apparemment, il n'a pas de traitement pour l'épilepsie pour l'instant, donc peut-être qu'il va falloir lui en faire un, quoi. L'épilepsie se caractérise par des décharges d'influx nerveux anormaux dans le cerveau. L'épilepsie, si ça dure longtemps, ça peut être grave, quoi. Il peut y avoir des séquelles neurologiques si c'est pas pris à temps par un médecin. Donc le médecin il arrive au moins de l'hélicoptère pour une évacuation plus rapide. Saxo pour le Grimpe de Saint-Pierre, en position 30. La victime masculin, 22 ans, a été pris en charge par Dragon 131. Celui-ci est transporté à la DZ Lumini. Je vous demande le renfort d'AVSAV à la caserne. Pour le Grimpe Saint-Pierre, opération terminée, rentre aussi disponible. La victime a été transportée dans les temps dans un hôpital spécialisé pour les affections du système nerveux. Bonjour. Le parc naturel des Calanques aux portes de Marseille est le seul parc français à chevaucher 2 arrondissements de la cité phocéenne. Les anges gardiens de ce littoral unique en France ont pour base la caserne de Pointe-Rouge. Grâce à leur vedette confiée par la SNSM, la Société nationale des sauvetages en mer, les marins-pompiers du littoral marseillais veillent sur les 20 km de côte qui bordent Marseille jusqu'à Cassis. L'équipage de la vedette, baptisé la Bonne Mère de Marseille, est en route aujourd'hui pour un exercice toujours périlleux. Stéphane, le patron de la vedette, vient de confier la barre à Franck pour une épreuve lourde de responsabilité.
Alors aujourd'hui, on va faire un exercice treuillage. Donc l'objectif étant de réceptionner donc, le plongeur hélico sur la plage arrière. Donc voilà, on s'entraîne régulièrement avec eux, de jour comme de nuit. Parce que ça peut arriver qu'on ait besoin d'eux pour treuiller soit une victime ou alors un brancard. Pour des raisons de sécurité, la vedette prend le cap de la haute mer. À bord, un plongeur se prépare à réceptionner une civière de secours sur la plage arrière de la Bonne Mer. Le bruit des rotors de l'hélicoptère de la Marine nationale précède son arrivée. Ce type de manœuvre est très délicate. Pour une dizaine de nœuds. L'hélicoptère en approche cherche à se positionner à une quinzaine de mètres au-dessus de la vedette. La météo est idéale, mais un coup de vent ou une déviation soudaine de la Bonne Mer de Marseille peut mettre en danger toute l'opération. Guépard Victor de SNS 152, donc je suis à une vitesse de 10 nœuds et un capot 270. Franck garde le cap en vitesse constante à 20 km/h. Le Dauphin, service public de la Marine nationale, est équipé de 2 turbines. Il peut transporter jusqu'à 7 passagers assis. Sa vitesse de croisière est de 120 à 130 nœuds, 200 à 222 km/h. Son autonomie est de 3 heures de vol plus 30 minutes de réserve. Il possède 3 phares pour la recherche de nuit, 90 mètres de câble pour secourir et soulever 272 kg. Franck, qui pilote sans visibilité sur la position du Dauphin, veille à ne pas varier de vitesse. C'est sur cette plateforme de 4,60 m de largeur qu'un plongeur de la Marine nationale va devoir se poser. Franck reste concentré sur son cap. La vedette ne doit pas s'écarter d'1 mètre de sa trajectoire au risque de mettre en danger le plongeur de l'hélicoptère. Derrière Franck, Stéphane, le patron de la vedette, surveille la manœuvre. L'appontage du plongeur s'est fait sans encombre, mais le danger est toujours présent. Le plus gros risque, c'est que l'hélico ait une panne moteur, ce qui l'amènerait à aller forcément à l'eau. Et donc là, c'est un peu la catastrophe la plus redoutée. Chaque exercice d'hélitreuillage permet de pousser un peu plus loin chaque fois la performance et l'efficacité des équipages de la vedette et du Dauphin Marine nationale. Le plongeur de l'hélicoptère a embarqué avec lui un nouveau matériel qu'il va tester pour une deuxième manœuvre. En fait, voilà, on est en XP, c'est tout par Wi-Fi. Ouais. Et l'hélico, quand il est à moins de 100 mètres, ouais, vous entendez tout ce qui se dit dedans. Ok, d'accord. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça va. Il y en a un ou 4 ? Il y en a 3. 3, 4. On a descendu 3 fois. Vous mettez ça dans la poche. Ouais. Là, c'est en expérimentation. C'est en Wi-Fi. Si tu veux mettre ça sur ta tête, tu entends tout ce qu'il dit le pilote de l'hélico. Allez, ça va. 100 mètres, machin. Moi, j'ai pas à parler, quoi. Non, tu as le son ici. D'accord, attends, bouge pas. Moi, j'entendrai plus ce que tu me dis. Hein. D'accord. Là, t'as le son. Ok. Bah, de toute façon, on écoute. Hein. Ouais, ça marche. Pour la première fois, les membres de l'équipage de la vedette peuvent suivre en direct les échanges radio entre le pilote du Dauphin et le plongeur. Ok, tu m'as pris. Fred, il est bien avec la civière. Ce nouveau système de communication est destiné à améliorer la synchronicité de la manœuvre qui va suivre. Le secours héliporté s'est considérablement amélioré lors des évacuations sanitaires rapides opérées pendant les périodes de conflit. La technique de l'hélitreuillage d'une civière se fait en 2 temps. Tout d'abord, un sac lesté est employé pour établir un point d'ancrage avec le câble relié à l'hélicoptère. Ce câble va jouer le rôle de tuteur souple pour le transfert aller et retour d'une civière. La prise en charge rapide d'une victime par hélitreuillage est déterminante, surtout lorsque le pronostic vital pour la victime est engagé.
Allez, ça marche, j'ai un cap au 210 avec une vitesse d'à peu près 10 nœuds. Le transfert de la civière est assuré cette fois vers le Dauphin. Le transbordage s'effectue sans à-coups, malgré la forte pression produite par les pales de l'hélicoptère. En situation réelle, un médecin accompagne ou accueille la victime à bord. La réussite de ce type de manœuvre dépend en grande partie de la communication entre les marins-pompiers. Et les nouveaux casques ont tenu leurs promesses. Ouais, ça marche bien, on entend bien. On entend bien, c'est clair. Pose des questions, n'hésitez pas à mettez le micro et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, on entendait juste voilà, le boot, le machin, le croc, on entendait tout en fait. Ouais, comme ça, vous comprenez les ordres. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant, surtout pour le mec à la barre. Ouais. Lui, il voit pas ce qui se passe. D'habitude, on se gueule. Moi, je le dis, en fait, pour lui dire. Voilà. Et là, tu as une fois et au cul, t'es sur le dos. Sur les étapes, c'est pas mal. Stéphane et Franck n'ont désormais plus besoin de se soucier de ce qui se passe au-dessus de leur tête. Car une partie de l'équipage de la vedette est en écoute directe avec le pilote du Dauphin et son plongeur. Les nouvelles radios Wi-Fi ont bien permis de grignoter quelques précieuses secondes sur la manœuvre. La mission du plongeur de la Marine nationale est terminée. Les différents transferts en hélitreuillage ont été effectués en un temps record, moins de 3 minutes. Le Dauphin est entièrement médicalisé. La plupart de ces hélicoptères sont équipés de systèmes de télédiagnostic. Des électrodes posées sur la victime transmettent des données médicales aux urgences de l'hôpital le plus proche. Un pré-diagnostic est établi pendant son transfert. La vedette retourne à sa base. Les équipages de la Bonne Mère ne sont pas toujours en mer. Ils assurent également les urgences sur terre. Car la zone de compétence de la caserne de Pointe-Rouge s'étend également sur le 9e arrondissement de la cité phocéenne. Équipée de véhicules d'assistance à personnes et de fourgons à incendie, cette caserne intervient pour les feux de forêt et les feux urbains. L'alerte vient d'être donnée pour un feu d'appartement. Un incendie vient de se déclarer au rez-de-chaussée d'une petite résidence située à quelques kilomètres au sud-est de Marseille. Lorsqu'il n'est pas circonscrit dans les 15 premières minutes, ce type d'incendie devient rapidement incontrôlable. Pour gagner du temps, les marins-pompiers revêtent leur tenue de feu dans le fourgon. Il faut faire vite, car les fumées atteignent très rapidement les étages et les occupants d'un immeuble qui, au cœur de l'été, vivent fenêtres ouvertes, peuvent être asphyxiés avant même que les flammes ne dévastent tout sur leur passage. J'ai comme information feu de chambre au niveau d'un rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage d'habitation à 3 ou 4 étages. À l'intérieur, la chaleur est insupportable. Le coéquipier de Jimmy vient de faire une reconnaissance. Donc pour moi, l'important, c'est les victimes. Est-ce que les personnes ont été toutes évacuées? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a des victimes dans l'appartement? Il faut que ce soit cadré dessus, il faut que je sache. C'est bon, Seb, j'y vais moi. Grâce aux informations de son coéquipier, Jimmy s'engage à son tour dans la fournaise pour tenter de repérer une victime potentielle. La température à l'intérieur d'un appartement en feu peut atteindre les 300 degrés. Ce sont les fumées brûlantes et toxiques qui déciment en premier leurs occupants. Arrivé à temps sur les lieux, le feu est rapidement maîtrisé, mais certaines pièces trop enfumées empêchent une exploration complète de tout l'appartement. Mais l'intervention ne fait que commencer. Comment cet incendie s'est-il déclenché? Y a-t-il un ou plusieurs foyers? Certains encore très chauds pourraient-ils menacer de repartir? Devant l'ampleur de l'incendie, un chef de groupe vient d'être appelé en renfort. Il prend en main les opérations. Alors moi, quand j'arrive, je vois beaucoup de fumée, de la fumée épaisse, noire. Je suppose qu'à l'intérieur de l'appartement,
Il y a des choses qui brûlent, des vêtements, du mobilier, et que au moins une des pièces, et le feu est généralisé dans une des pièces, c'est sûr et certain. Commence alors une enquête minutieuse. L'entrée de l'immeuble, c'est là? Vous en avez deux. Ah, il y a une entrée par derrière. Alors vous avez une entrée par là. Attendez, voilà. Il y a une entrée par là. Il n'y a pas de victime. Il y a une entrée par là. C'est là par là. D'accord. Donc je peux sortir tout le monde, j'ai évacué tout le monde dans l'immeuble en haut, j'ai coupé le courant et gaz. Il n'y a plus personne dans l'immeuble? Plus personne, en tout cas, Vous avez coupé le courant à quel endroit? À cet appartement. Les locataires de l'appartement ne sont plus à l'intérieur, donc ça m'enlève une épine du pied, comme on dit. Donc la première des choses que je fais, c'est de savoir, de connaître un maximum par l'extérieur la configuration de l'immeuble. Pour ça, j'ai besoin de faire le tour périphérique, ce qu'on appelle une reconnaissance cubique de l'immeuble. Le gaz, il est coupé sur cet appartement et l'électricité est coupée aussi. 2 appartements par palier, et donc au rez-de-chaussée, combien d'appartements? Rez-de-chaussée 1. Par où sortent les fumées? Est-ce que l'appartement il est traversant ou pas? Est-ce qu'il y a une deuxième entrée par l'arrière du bâtiment? Je dois rien oublier. Pour l'instant, si c'est un feu de chambre, on reste sur que l'appartement. Chaque information recueillie par le chef de groupe lui permet d'anticiper sur l'évolution potentielle de l'incendie. L'équipe de Jimmy se prépare à entrer à nouveau dans la fournaise, équipée des fameux aéris. L'aérie est un appareil respiratoire isolant. Il isole le marin-pompier des fumées toxiques grâce à une bouteille d'air qui lui offre une autonomie environ de 30 minutes. Les efforts physiques et le stress des jeunes recrues marins-pompiers peuvent quelquefois limiter cette autonomie à 15 minutes. Allez, c'est bon les gars. Hein, vous avez quitté le cheminement? Là, à gauche. Là, à gauche, et tu vas toujours tout droit. Je vais faire un tour avec toi. On vous fait suivre la fourche courbe, les gars. N'hésitez pas, les gars, vous noyez, on est en rez-de-chaussée, hein, vous noyez. Noyer l'incendie, le terme est clair. L'équipe de Jimmy traque les matières qui continuent de se consumer sans flamme ni oxygène. On appelle cela la pyrolyse, l'ennemi des marins-pompiers. Ah, c'est bon là au niveau du noyage? Moi? Ouais, je suis là. Je peux avancer là. Je peux avancer jusqu'à eux. Les gars, faut au final qu'il y a l'électricité alimentaire. Commence alors l'opération de déblai. Dans cette phase, les marins-pompiers restent vigilants car les incendies fragilisent les structures. Les murs et plafonds sont plus résistants dans un immeuble moderne. Mais il n'est pas rare qu'à Marseille, des cages d'escalier ou des plafonds s'effondrent, mettant en jeu la vie des marins-pompiers. Ça a pu reprendre, les gars. Il y a 1 centimètre d'eau au sol. On arrête là. On va laisser ventiler tranquillement. Et puis c'est bon. Les appartements comme ça, le problème c'est que quand on arrive, apparemment plus sur ce feu-là, les gens ont dû attendre un petit peu avant de nous appeler, donc c'est le temps de bien me prendre. Donc il y a beaucoup de fumée, les cheminements sont très difficiles. C'est assez éprouvant, il faisait assez chaud en plus. Donc de là la difficulté en fait. Donc en plus les intervenants ont quand même quelques kilos en plus sur le dos. Donc il faut faire un contrôle permanent de ces équipes, voir si tout va bien. On a mon binôme d'attaque qui s'est pris le faux plafond sur la tête. Donc là c'était le faux plafond, donc ça va, ça aurait pu être autre chose. Donc il faut toujours être assez vigilant. Malgré la chaleur intense de l'incendie et les fumées, les binômes sont arrivés à temps avant que les flammes ne se propagent dans les étages supérieurs. Donc on a un feu d'appartement qui est localisé dans une chambre. Donc là on a beaucoup de fumée. On a du mal à progresser. Donc on a trouvé le foyer, on a réussi à l'éteindre. Donc maintenant il faut s'assurer de l'efficacité de l'extinction. Ça se fait, on n'a pas de victime, c'est le principal. Le chef de groupe commence un état des lieux. On voit bien le plafond jusqu'où il est allé, tu vois. La différence de chaleur entre une pièce et l'autre. Parce que ici les vitres en PVC ont fondu là. Alors les marques sur le mur, donc au niveau on le voit très bien au niveau de l'armoire là. On a bien la délimitation du plafond de fumée. Donc tout ce qui est noir au-dessus, ça a été envahi par les fumées et la chaleur. Et on s'aperçoit sur la fenêtre, et elles se sont dégondées et ça a fait fondre les volets en plastique. Voilà, donc là on va s'approcher de la pièce. Voilà, là on le voit bien ici pareil dans les sanitaires WC. On voit que la partie basse ça n'a pas été touchée. Voilà. Départ du feu donc dans cette chambre. Et certainement, comme on voit la conjoncture du mur, donc placo-plâtre car alvéolé, voilà, certainement dans ce coin ici là. Tout ça, ça a été détruit. Donc ça veut dire qu'il a fait très chaud ici par rapport à ce coin-là, tu vois. Voilà.
Là, d'après la locataire qui était sur place, elle pense que ça, enfin, elle dit que ça viendrait d'une prise électrique. Voilà. Après, il faut savoir exactement ce qu'il y avait de branché sur cette prise, etc. quoi. Et il faut voir l'installation électrique qu'il y avait. Ouais. Donc la pièce, elle est détruite à 100%. Donc là, l'appartement a environ 100 mètres carrés. Une pièce complète détruite à 100% et le reste, il est bien endommagé. Cette chambre, celle-là un peu moins endommagée, la porte palière devait être fermée. Voilà, la porte elle devait être fermée. Voilà, là on voit bien la différence entre la partie saine en bas, au niveau du mur, et le plafond de fumée. Donc ici ça a chauffé, mais moins que dans l'autre pièce, parce que tu vois les vitres en PVC n'ont pas fondu. Voilà, tu vois. Voilà, on voit bien la démarcation, le plafond de fumée. Donc, ce qui veut dire qu'en fait ici, ouais, déjà il n'y a pas de porte. Donc le fait de fermer les portes, déjà, ça limite la propagation des fumées. Voilà. Seule une pièce a brûlé. Mais le rayonnement thermique et la circulation libre des fumées ont provoqué des dégâts irréversibles. C'est une grosse opération et elle a été bien menée. Ouais. Bon, les dégâts sont importants dans l'appartement, mais au vu de l'arrivée, ce qui se passait sur les lieux avec la fumée qu'il y avait, oui, déjà il n'y a pas de blessés, aucune victime. Bon, après il y a des dégâts dans l'appartement, mais ça reste une grosse opération. Ouais. Les journées du bataillon se suivent et ne se ressemblent pas. C'est bien ce que recherchent les marins-pompiers. Protéger les Marseillais de tous les dangers. Quand on est marin-pompier, on ne peut pas se contenter de savoir faire qu'une seule chose. On ne peut pas être monotâche. On est obligé de s'ouvrir aux autres et d'avoir, on va dire, un panel de compétences élargi. Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, je ne sais pas de quoi va être fait mon quotidien. Je peux faire une garde blanche, donc c'est-à-dire une garde sans sortir. Dans la seconde qui suit, je peux partir en intervention sur n'importe quoi, sur un feu de forêt, un feu d'appartement, un accident de circulation. Voilà. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est ça qui est génial.